accueillons 3 représentants de l'AFIM, Anne Cédès, Gérard Assayag et Myriam de Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Alors, on va intervenir les uns après les autres, mais en chapeau, disons que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on doit considérer l'informatique musicale. Est-ce qu'on doit la considérer comme une discipline, comme une spécialité des sciences de la musique, comme une activité interdisciplinaire, ou mieux, comme une pratique dynamique de l'indisciplinarité, génératrice de créativité, de contenu, de connaissances, de mise en question, d'objections, autant d'ordre artistique que scientifique. Donc pour éclairer cette question, moi je vais commencer à présenter un contexte avec un focus sur la relation art et sciences. Ensuite, Gérard interviendra sur créativité et calcul, et Anne sur création et recherche, pour faire court. Alors, l'informatique musicale a démarré très tôt. En fait, les premières expérimentations pour faire de la musique au moyen des ordinateurs ont démarré avec l'apparition des ordinateurs et mise en œuvre par des ingénieurs, des chercheurs et des compositeurs. Donc ces expérimentations ont donné lieu à des outils qui ont créé très vite, enfin au début, des pratiques très restreintes évidemment, mais dont les artistes se sont immédiatement emparés. Et ce qui a donné lieu à finalement des problèmes apportés par les nouvelles pratiques des artistes et par ces nouveaux outils. Et donc du coup, c'est une boucle vertueuse qui s'est opérée entre toutes les personnes de cette communauté-là, qui finalement ont œuvré ensemble pour construire le domaine, à la fois les problématiques de recherche et des œuvres artistiques du domaine. On peut réellement parler de symbiose, parce qu'on ne peut pas imaginer que les artistes aient pu aller aussi loin qu'ils sont arrivés aujourd'hui avec l'ordinateur, sans l'aide des chercheurs et des ingénieurs, et vice-versa. Du point de vue scientifique, on est arrivé à un degré de complexité des questions qui se posent dans le domaine qui n'auraient jamais pu être atteints si les artistes n'avaient pas participé. Donc on peut parler de symbiose et puis je dirais même d'un modèle exemplaire en matière de relations art et sciences. Alors, cette communauté n'a pas eu peur de s'attaquer à des problèmes compliqués impliquant diverses disciplines. Et je pense que c'est dû à la présence des artistes. Les artistes qui cherchent toujours à sortir des cadres, alors que les scientifiques cherchent au contraire à faire des cadres et à rester dans des cadres pour pouvoir étudier dans certaines limites. Et donc du coup, beaucoup de domaines scientifiques se sont retrouvés en informatique musicale. Des sciences humaines aux sciences dures, ou aux sciences inhumaines, ou aux sciences de la nature, en passant par l'art. Et on doit beaucoup de très très belles découvertes à nos pionniers, dont j'ai cité ici seulement 4 d'entre eux, et qui eux-mêmes sont ou étaient, John Schoening est encore en vie, à la fois des scientifiques et des compositeurs. Donc évidemment, ça facilite la boucle et la symbiose. Alors, quelles sont les spécificités de ce domaine de recherche? Donc, on va voir ça en 3 points. Du point de vue des méthodologies, eh bien, il y a des méthodologies qui viennent de plusieurs disciplines, parce que les questions qui se posent sont les interactions multimodales avec l'ordinateur et qui nécessitent une intégration de tous les sens, de l'audition, la vision, le sens tactile, et les gestes, et puis dans des contextes sociaux variés qui sont pris en compte. Dans le domaine des sciences et technologies, bien, on a évidemment des méthodologies de traitement de l'information, des informations musicales et sonores notamment, et puis l'approche artistique qui, elle, cherche évidemment à explorer plutôt l'expérience et l'expressivité humaine. En termes d'objectifs, il y a évidemment un objectif de construction de connaissances, comprendre comment les humains traitent le son et la musique,
un objectif de modélisation, donc là plutôt du point de vue informatique en termes d'algorithmes et d'outils. Et puis en termes de production, toujours une utilisation créative de ces algorithmes et de ces outils pour créer des nouveaux contenus sonores. Donc on crée des nouvelles connaissances et on crée des nouveaux contenus sonores en parallèle. Et ce qui est commun à toutes ces approches, c'est l'approche computationnelle. Donc le calcul, c'est ce qui est au cœur de la discipline. C'est en fait la pratique commune entre tous les membres de cette communauté. Alors après, bon, là je vais aller très vite sur les disciplines impliquées, surtout sur la musique, parce qu'on en a déjà bien entendu parler. Et donc les sujets d'intérêt dans la musique, c'est la composition musicale, donc évidemment pour pouvoir créer des nouveaux contenus. La performance aussi, pour pouvoir donner en concert et à ce moment-là prendre en compte des activités physiques. Et donc ça, il y a donc pas mal de disciplines qui entrent là en jeu. Et puis la musicologie, comme on l'a entendu donc avec Jean-Marc Chouvel, avec l'analyse, mais aussi avec Aurélie, et l'ethnomusicologie avec le Music Information Retrieval, qui est une composante importante de l'informatique musicale. Dans le domaine des sciences et technologies, donc on a la physique qui s'intéresse au son comme un phénomène physique, et donc de la production, la transmission, aux effets, etc. Et puis dans le domaine des mathématiques et de l'informatique théorique, donc là on est sur la modélisation au moyen de la modélisation des structures et des processus musicaux au moyen des outils de ces disciplines-là, qui sont les langages, l'algèbre, et dans un objectif de composition ou dans un objectif d'analyse. Et puis l'ingénierie informatique et électronique. Alors là, j'ai un peu suivi les deux. Pour l'informatique, la dénomination du CNRS en section du CNRS en section. L'informatique est sur deux sections différentes. L'informatique théorique et l'informatique dite plutôt ingénierie, qui contient donc le traitement du signal, tout ce qui est donc traitement de capteurs, intelligence artificielle, robotique, ces choses-là qui sont, disons, moins théoriques, mais qui sont plus basées en fait sur des usages. Et puis, bien sûr, la psychologie, comme on l'a déjà entendu, pour l'étude des comportements liés à la musique, et ça va jusqu'aux neurosciences. Alors, donc, de cette expérience à Sciences dans le domaine de l'informatique musicale, on va élargir un tout petit peu et se demander quels sont finalement qu'est-ce qui peut rapprocher à Sciences. Donc, ce qu'on peut dire, on a un même moteur entre artistes et scientifiques, c'est explorer l'inconnu, aller au-delà des idées reçues. Mais les objectifs sont différents. En sciences, on va construire de la connaissance. En art, on va chercher au contraire à se démarquer et à créer de l'émotion, à s'adresser plutôt au sens. Après, les démarches sont complémentaires, donc du coup, on peut mieux comprendre en ressentant, et on peut aussi mieux ressentir en comprenant ce qu'on ressent. Donc ce sont des démarches qui se complètent et qui peuvent aider en fait chaque partie à mieux comprendre ce qu'elle fait. Et les chaînes de production sont similaires, évidemment. Il s'agit de partir de questions et de modèles du monde, en passant par des outils de fabrication, qui sont des outils d'expérimentation pour les scientifiques, des outils de fabrication pour les artistes, pour arriver à des productions qui sont donc soit des publications, soit des œuvres. Alors enfin, comment pourrait-on du coup exporter, imaginer un mariage art-et-sciences dans d'autres disciplines que l'informatique musicale? Donc on peut voir qu'il y a trois niveaux qui viennent donc des trois niveaux que je viens d'introduire. Un niveau conceptuel, donc là c'est le dialogue entre artistes et scientifiques au niveau de leurs concepts, de leur vision du monde, de leurs questions. Le niveau technologique, où là on va mettre en œuvre des outils qui sont des outils d'expression pour la création artistique et pour la recherche scientifique. Donc,
L'informatique musicale opère aussi une collaboration à ce niveau-là. En fait, l'informatique musicale, c'est une collaboration sur les 3 niveaux. Et au niveau de la production, où on a des scientifiques qui participent à la production d'œuvres artistiques et des artistes qui participent à la production de publications scientifiques. Donc là aussi, ça se voit dans notre domaine. Alors ensuite, dans quels axes est-ce qu'on pourrait essayer de développer les choses dans d'autres disciplines? Donc par exemple au niveau des modèles, donc en particulier les modèles de données. Il y a beaucoup de données scientifiques dans beaucoup de disciplines qui doivent être données au sens des chercheurs et donc demander aux artistes de s'impliquer dans cette visualisation, sonification, ou utiliser la réalité augmentée pour donner à percevoir ces modèles. Et puis un autre niveau, au niveau des outils, donc la construction d'outils pour la création artistique, mais aussi la construction d'outils de recherche pour les artistes. Et ça, c'est une voie aussi pour la recherche participative, qui, si on fait construire des outils par des artistes pour la recherche participative, on a plus de chances d'attirer du public. Selon le collectif doctoral indiscipliné EES de l'Université de Strasbourg, l'indiscipline est basée sur 3 vertus heuristiques: la transdisciplinarité comme idéal, le jeu avec les frontières disciplinaires et la réflexivité. C'est une définition possible, mais nous voulons la mettre à profit par jeu, puisqu'elle nous incite à jouer, pour éclairer des travaux qui nous motivent depuis longtemps et qui mettent en action un certain bouleversement des modalités créatives lorsque les machines entrent dans la danse, ou plutôt dans le chant, auprès des humains. La question de la créativité n'est alors pas de celle qu'on écarte, comme eût dit Boris Vian. Margaret Boden, une spécialiste de psychologie cognitive qui a réfléchi notamment à l'intelligence artificielle, a poursuivi une réflexion sur la notion de créativité dans son ouvrage Dimensions of Creativity. Selon ses propres termes, la créativité est la capacité de trouver des idées ou des artefacts nouveaux, surprenants et précieux, c'est-à-dire créateurs de valeur. La créativité peut se produire de 3 manières principales qui correspondent à 3 types de surprises. Elle peut être combinatoire, exploratoire ou transformante. La créativité combinatoire produit des combinaisons inédites d'éléments connus, comme il est courant en poésie ou dans l'analogie scientifique. Un algorithme peut s'inspirer d'une structure biologique. La créativité exploratoire visite des espaces conceptuels préconfigurés, des champs théoriques ou esthétiques constituant des styles structurés de pensée, au sein desquels l'excursion intellectuelle produit idées et artefacts nouveaux, mais sans changer l'espace. Le système tonal en est un exemple. La créativité transformante bouleverse radicalement l'espace mental servant de cadre de référence, en donnant naissance à des pensées qui étaient littéralement inconcevables auparavant. C'est la rupture épistémologique en sciences ou le cas Schoenberg en musique. En d'autres termes, les cartes à l'intérieur de nos têtes peuvent être parcourues ou modifiées par la pensée créative afin que l'impensé surgisse, voire que l'impensable trouve son chemin. Quel lien existe-t-il dans les champs artistiques et scientifiques entre l'indiscipline comme engagement décloisonné dans la recherche et la créativité selon ses diverses modalités de surgissement? La question se pose en particulier dans la situation de plus en plus fréquente en informatique musicale, où une partie de ce qui relevait exclusivement de la créativité humaine est déléguée à la machine. C'est le cas avec l'IA, l'intelligence artificielle, l'IA musicale, qui permet de construire des agents créatifs autonomes interagissant librement avec des musiciens sur scène. La générativité et la composition dynamique de relations temporelles et spatiales complexes se combinent pour fournir des compagnons de jeu, des machines, assez facétieux pour soutenir l'intérêt de musiciens confirmés. Robert Rowe de New York University utilise une expression plus mesurée que celle d'IA et qui, selon nous, convient mieux pour désigner l'ensemble des dispositifs qui visent à conférer une forme d'intelligence musicale à la machine. Il appelle cela « machine musicianship », ce qui se traduirait en français par « musicalité artificielle » ou aussi « savoir-faire musical de la machine ». À quelle forme de délégation, de créativité et d'indiscipline peuvent prétendre des organismes artificiels dotés d'une certaine musicalité par la vertu de nos algorithmes? Nous avons, dans nos recherches récentes, déplacé la question et le problème tout aussi bien
en instituant la notion de co-créativité, créativité partagée entre humains et machines installée dans des situations riches d'interaction symbolique. Ce concept d'interaction symbolique mérite qu'on s'y arrête une minute. Les nouveaux systèmes interactifs orientés vers l'improvisation reposent sur l'évaluation du passé, l'écoute du contexte sonore immédiat, la prédiction et la mise à jour de stratégies d'anticipation et de décision à différentes échelles temporelles, depuis le temps réactif jusqu'au temps composé, selon des micro- et macro-scénarios. Les qualités d'intentionnalité, de pertinence, adéquation, visée, découverte, style sont alors partagées entre les agents humains et artificiels engagés dans des processus d'apprentissage croisés. Nous qualifions cette situation d'interaction symbolique, par opposition aux interactions électroniques classiques, principalement basées sur le traitement sonore, en ce qu'elle engage tous les niveaux de représentation musicale, du signal au symbolique, en incluant potentiellement les structures cognitives réelles et simulées par la machine. Ces systèmes symboliques permettent une co-créativité caractérisée par 3 traits. Elles relèvent de l'émergence de propositions sonores concomitantes, humain-machine, qui ne peuvent se réduire à la somme de leurs composantes. Les surprises qui en résultent entraînent des modifications d'état des joueurs, selon des dynamiques complexes qui peuvent avoir des effets de stase ou de catastrophe. Cette co-créativité relève de mécanismes d'apprentissage génératif croisés et réflexifs, puisque le signal d'entrée au temps T, pour un agent artificiel, est constitué par une combinaison du contexte sonore et de sa propre production, conditionnée par l'apprentissage antérieur. Cette association crée la possibilité de mécanismes de renforcement en fonction des intentions implicites déduites du jeu des autres et de ses récurrences. Enfin, compte tenu des 2 précédents points, aucun des agents ne jouerait de la même façon en situation solo, et donc la co-créativité n'est pas la simple somme de créativité individuelle. L'exemple de l'interaction symbolique et de la co-créativité entre agents humains et machiniques, qui est un aspect de l'informatique musicale parmi d'autres, Myriam l'a bien montré, est très intéressant du point de vue disciplinaire. D'abord, au sein des sciences du calcul, il convoque le traitement de signal, l'apprentissage automatique, les architectures d'interaction, la formalisation de structures temporelles, statiques et dynamiques à plusieurs échelles, les systèmes d'agents autonomes et leur adaptation temporelle dans l'interaction. Mais cela ne suffit pas à prendre la mesure du problème. Les sciences de la perception et de la cognition sont indispensables pour en appréhender les aspects liés à l'écoute, à la mémoire, à l'agentivité, au jugement, à l'intentionnalité. Les sciences de la musique permettent d'évaluer les questions de stylistique, de champ esthétique, de stratégie musicale dans l'engagement individuel et collectif, mais elles pilotent aussi les heuristiques informatiques chargées de la découverte de structures musicales, ainsi que celles qui s'occupent de la composition. En d'autres termes, l'écriture du son, du temps, de l'espace et de la forme. Le chant s'ouvre encore à l'organologie lorsqu'il s'agit d'embarquer ces processus au cœur de l'instrument, que celui-ci soit électronique ou bien qu'il s'agisse d'un instrument acoustique augmenté, comme les instruments à acoustique active que nous aimerions désormais équipés de cette fameuse musicalité artificielle. Enfin, la dimension prééminente de l'improvisation dans ces systèmes et leur nature collective ne permet pas d'ignorer l'important savoir accumulé par les études anthropologiques et linguistiques, voire éthologiques, relatives à la production spontanée d'échanges médiatisés par la parole ou d'autres systèmes de signes, que cette dernière soit rituelle, politique, économique ou érotique. Le caractère pluri- et interdisciplinaire des travaux à l'œuvre dans l'interaction symbolique et la co-créativité musicale impliquant des systèmes technologiques est ainsi majeur. Cependant, la démarche de création artistique en conditionne les buts et engage aussi à une vision indisciplinaire. Reprenant le triptyque du début, transdisciplinarité, frontières et réflexivité, nous marquons cependant que nous sommes sceptiques quant à la transdisciplinarité, telle qu'elle a été défendue par Edgar Morin, à savoir une fusion des savoirs et des méthodes qui serait en quelque sorte iconique de l'unicité opaque du réel. Et nous sommes sceptiques et même réservés parce que nous sommes réticents face à l'anticartésianisme de cette conception en un moment de l'histoire où la vogue dangereuse de l'irrationalité nous enjoint à nous méfier des rationalités molles. L'indisciplinarité se présente selon nous dans l'informatique musicale, telle que nous l'avons évoquée, à travers la question de l'évaluation. Cette dernière constitue une difficulté récurrente dans le champ art et sciences, car elle est beaucoup plus difficile à établir sur le versant génératif des algorithmes que sur leur versant analytique.
Il existe bien dans la modélisation statistique de séquences musicales toutes sortes de mesures informationnelles qui établissent la parenté statistique d'une production avec la source théorique qu'elle est censée simuler. D'autres ont proposé des tests de Turing pour montrer le réalisme de ces productions. Mais tout cela n'a en réalité que peu de valeur. Il est extrêmement facile de tromper l'attention d'un auditeur avec des algorithmes malins ou de produire des séquences dotées de bonnes propriétés statistiques. Tout ce que cela montre, c'est que certains aspects systématiques ou probabilistes de la musique se laissent aisément dompter, mais c'est peut-être pas ça la chose importante de la musique. Cependant, ils ne garantissent en aucune manière l'émergence d'un comportement créatif, surtout s'agissant du troisième type de créativité, la créativité transformante, dans notre typologie. Une des raisons en est que ces comportements relèvent souvent les comportements créatifs relèvent souvent d'une singularité, enchâssée dans un contexte temporel, alors que tous les modèles évoqués tractent au contraire la généralité d'un système abstrait ou la distribution générale de probabilité des phénomènes sous-jacents. Et Jean-Marc a évoqué cette question de la singularité et de la généralité dans l'analyse et dans la théorie. La raison pour laquelle nous mettons alors en avant dans cette intervention la situation de co-créativité est que dans cette dernière, il se joue quelque chose de particulier du point de vue du jeu avec les frontières et de la réflexivité. Bien souvent, le chercheur se met en jeu comme musicien, entrant dans la double boucle d'apprentissage avec la machine. Cette dernière elle-même acquiert un certain niveau de réflexivité, comme nous l'avons vu, puisqu'elle analyse ses propres productions dans leur rencontre avec celles des musiciens. Ces rencontres, si elles se répètent, constituent des signaux implicites de jugement, donc de renforcement, qui remplacent une évaluation humaine explicite en révélant indirectement l'intérêt suscité chez les acteurs de l'expérience. Une notion de pertinence musicale partagée se dégage alors, en lieu de celle d'évaluation stricto sensu. Nous complétons alors la proposition indisciplinaire initiale par la notion d'une double réflexivité inhérente à la situation de jeu que nous qualifions de cyberhumaine, c'est-à-dire où s'établit une continuité d'analyse et de production entre humains et machines, tout comme le cyberphysique, le champ cyberphysique établit une continuité entre le monde numérique et le monde physique. Le chercheur musicien et la machine s'engagent dans une situation croisée d'écoute et d'apprentissage accéléré, intégrant le jugement de l'autre. Ce dernier est exprimé non pas comme un métalangage, c'est-à-dire une annotation, mais dans le langage même et le temps même du médium artistique, le son, la musique, évitant ainsi l'écueil de l'utilisation d'esthétiques normatives dans la notation. Abraham Moll, un visionnaire de l'informatique musicale, comme d'autres domaines, l'établissait déjà dans son ouvrage pionnier « Art et ordinateur » en 1972. Pour Moll, les formes n'existent pas en elles-mêmes, elles ne sont que perçues. Ce sont des produits du récepteur appliqués sur le message. D'où il nous apparaît que les formes sont aussi le résultat d'un apprentissage continu du récepteur. Par ailleurs, et toujours pour Moll, un générateur artificiel créatif doit aussi comporter dans le modèle son propre critique, apte à produire un jugement d'intérêt. On voit bien le lien avec ce qui vient d'être exposé. Cependant, s'il y a certes un critique virtuel dans le modèle de Moll, la question des critères d'évaluation reste entière chez lui. Et c'est ce que nous contournons par la double réflexivité des dispositifs co-créatifs qui révèlent par leurs excursions inattendues un comportement éminemment indiscipliné. Alors, merci à Myriam et à Gérard pour leurs interventions. Donc, on sent bien qu'à la FIM, les membres, les acteurs, les animateurs de la FIM viennent d'origines très diverses et hétérogènes. Myriam, tu nous viens vraiment des sciences de l'informatique, d'un laboratoire du Labri à Bordeaux. Gérard, tu nous viens de l'IRCAM, donc avec aussi une très forte présence du développement scientifique et avec également une approche de la production artistique qui nous donne voilà, des propositions expérimentales tout à fait intéressantes. Moi, je viens plutôt des sciences humaines, finalement, puisque je viens de l'Université de Paris 8, d'un département de musique. Et c'est en tant que musicienne, au fond, que j'ai abordé
la question de l'informatique musicale. Alors, effectivement, la FIM, c'est un monde, disons, qui a pour terrain les arts, les sciences et les technologies. En effet, la présence des musiciens, en fait, des artistes, des compositeurs, est toujours mêlée à des approches d'appropriation, disons, des sciences et des technologies. Alors, dans un contexte, et qui a déjà été évoqué par d'autres intervenants depuis ce matin, où la création est en train de devenir quelque chose de majeur, en fait, dans, par exemple, les LMD, hein, les licences, les masters, les doctorats. Moi, j'ai beaucoup approfondi la question, et je pense, j'en hérite de la FIM, de la création comme une activité de recherche. C'est-à-dire, dans toutes ces dynamiques qu'on évoque, art, sciences, technologie, il y a des moments où la contribution, le point de départ du travail, si on peut dire, c'est de la création musicale, création logicielle. Et je crois que c'est quand même au centre de nos démarches. Alors je vais faire une petite présentation, disons, en trois points. Je vais parler d'abord de la création musicale, au fond, qui fait thèse. Et je vais donner un exemple très concret, un exemple que certains connaissent parce qu'en musicologie, ils ont travaillé dessus. Je parle par exemple de Bernard Parmigiani, Incidence-résonance. On peut dire que c'est une pièce qui fait thèse parce qu'on peut prendre exemple dessus. Par exemple, quand on veut exposer aux étudiants ce qu'est l'articulation en musique électroacoustique, comment il faut maîtriser ça. Et on a évoqué le concert des apprenants du MOOC qui sera présenté ce soir ici. Pour ceux qui connaissent Incidence-Résonance, je pense que vous pourrez entendre, en effet, dans la production de la majeure partie des œuvres, combien la question de l'articulation a été comprise. Elle a été comprise, en fait, parce que on s'est appuyé sur cet exemple-là comme un modèle dans une des 5 séances de cette séquence d'introduction à finalement la composition électroacoustique. Alors pour que une œuvre fasse thèse, évidemment, il ne faut pas que seulement qu'elle reste au niveau implicite de la musique en tant que musique et comment on la reçoit dans une communauté donnée. Il faut aussi qu'il y ait des musicologues, des personnes d'une communauté qui opèrent le passage de l'implicite à l'explicite. Et c'est aussi à ça que sont utiles, disons, le recours à toutes nos spécialités, disciplines qui au fond font que notre activité musicale, moi, je la pense quand même comme une indiscipline, c'est-à-dire qui recourt, et on l'a bien vu avec les interventions précédentes, qui recourt à diverses approches. Alors, je parle d'une création musicale qui ferait thèse, hein, qui déjà serait un premier pas dans une démarche de recherche. Parfois, ce n'est pas un premier pas. D'ailleurs, parfois, on commence par des aspects théoriques et puis ça nous amène à produire quelque chose qui peut être de l'ordre du musical, mais qui, dans notre monde, peut être aussi de l'ordre du logiciel. On verra, par exemple, un travail qui s'est fait dans l'équipe du CICM à Paris 8, je crois demain, donc autour de l'ANR Musical, le logiciel Kiwi, qui a été fait par essentiellement
en tout cas à partir d'une idée de projet de thèse d'Eliott Paris. Pour faire thèse, il a fallu faire un logiciel. Et puis après, on a pu commencer à développer, disons, les questions que ce logiciel-là posait, d'ailleurs, aussi bien sur un plan technique que sur un plan participatif, etc. Donc, la création, elle n'est pas forcément seulement musicale, elle peut être aussi, par exemple, logicielle, ou bien création de modèles, création méthodologique, etc. Pour mieux préciser mon propos, je vais citer Helmut Larenmann. Je le cite souvent dans les premiers cours de composition, hein, qui nous dit, d'après en tout cas les textes qui ont été édités par Kaltenecker, hein, écrit Entretien, donc d'après les traductions, qui nous dit, bon, composer, c'est réfléchir à un terrain, hein, réfléchir à son environnement, autrement dit, ce qui veut dire réfléchir à pour qui on compose, pour quelle institution, mais aussi pour quel public, qui est-ce qui écoute. Donc réfléchir à son terrain, à son environnement. Qu'est-ce qu'on a comme moyen aussi? Construire son instrument, ce qui veut dire, ce qui nous renvoie quand même de près ou de loin à des questions d'organologie au fond, hein, construire son instrument. Ça nous renvoie aussi de nos jours à une culture du code, parce que de nos jours, et en tout cas c'est comme ça que moi je suis venue dans des endroits comme la FIM, ou même comme l'université, construire son instrument avec l'informatique, ça veut dire qu'il faut en effet s'approprier des questions d'écriture et de code. Voilà, donc construire son instrument, ça veut dire de l'organologie, ça veut dire aussi éventuellement s'approprier une manière de se construire son instrument. Donc de nos jours, s'approprier du code. Et puis se laisser agir, c'est-à-dire voilà, y aller et faire entendre ce qu'on a à faire entendre, donc composer, créer, et puis ça veut dire aussi cette création-là, à qui elle est destinée, hein, c'est-à-dire comment on va se connecter à un territoire au fond. Ici, on est par exemple sur une scène où régulièrement, avec l'université, avec le conservatoire, on a des activités de musique mixte où on fait jouer les jeunes adolescents du conservatoire, des créations de nos étudiants ou de leurs professeurs. Et en fait, on a dans le public les parents des enfants. Ça, c'est une affaire d'engagement. Hein, c'est une affaire d'engagement liée aussi à une institution, à qu'est-ce que c'est que la création, la formation par la recherche et comment on doit la faire circuler. Donc voilà, en m'appuyant sur ce que dit Larenmann, hein, réfléchir à son environnement, construire son instrument et puis se laisser agir, je crois que c'est un peu cette dynamique-là qu'on recherche tous, au fond, quand on est en train de travailler de près ou de loin sur des questions qui concernent art, sciences, technologie, et puis qui trouvent leur place aussi, on a parlé d'institutions, hein, qui trouvent aussi leur place dans un contexte... Il me reste combien? Dis-moi. Il me reste 1 minute de formation et recherche. Alors pour finir, on a parlé déjà un peu d'anthropologie, et je finirai justement sur des questions d'anthropologie qui peuvent aussi bien nous... Enfin moi en tout cas qui me confortent dans cette question de l'indiscipline. On est à la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, et le conseil scientifique de cette maison a été dirigé jusqu'à nos jours par l'anthropologue Maurice Godelier, avec d'ailleurs Jean-Claude Risset à ses côtés, hein, jusqu'à son décès. C'est dire combien on peut aussi mélanger hein, les domaines, les sciences, etc. Et Godelier dit des choses très intéressantes qui, moi, m'inspirent. Donc je vais finir là-dessus pour la dernière minute. Hein. Sur cette question de l'indiscipline, justement, de l'anthropologie comme une indiscipline, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'anthropologie, c'est effectivement, comme ça a été dit avant, c'est s'occuper d'un terrain, hein, c'est donc aussi observer ce que font les gens, donc
pour dire observer ce que font les musiciens. Ça peut être aussi de l'auto-observation, hein, et ça, les musiciens, on le pratique tout le temps, tout en faisant, tout en produisant. Donc, observer un terrain, observer ce que font les gens, observer comment ils en parlent. Et puis, c'est aussi se décentrer. Alors, ça rappelle un peu ce qu'on fait en écoute réduite, hein, la suspension du jugement. C'est se décentrer, puis à un moment donné, avec tout ce qu'on est amené à travailler sur un terrain, on est amené à convoquer en fait de plus en plus de domaines de spécialité. C'est pour ça qu'on parle d'indiscipline en fait, hein, et ça revient à beaucoup de choses qui ont déjà été dites avant. Même en anthropologie, on est amené à aller chercher aussi bien du côté des sciences dures, des sciences molles, de tas de spécialités. Puis après ça, la question, c'est la question de l'engagement. Comment, avec tout ça, on peut se réengager et quand j'ai parlé ici du territoire, quand on regarde un peu les orientations de ces journées même, hein, qu'est-ce que peuvent les sciences de la musique dans une société en mutation, bien c'est au niveau de cet engagement-là en fait qu'on doit réfléchir aussi, parce que je pense que la question, c'est pas seulement la question des musicologie et humanité numérique, c'est aussi la question de ce qu'on doit partager comme connaissance. Hein, et ça passe par de la musique, par de la culture du code et par un dialogue avec un environnement. Ça rejoint des questions, d'ailleurs, peut-être dites un peu plus simplement et naïvement qui ont été posées par Jean-Marc. Merci.